Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. La 22e édition du forum initié par l'OCDE, l'Organisation de coopération et du développement économique et de l'Union africaine à Paris, en France. Le président de la République, Faure Essouzimna Gnassingbé, y a pris part, le seul chef d'État invité à cette rencontre économique de haut niveau. Le président de la République a été le porte-voix du continent africain à ce forum. Il a appelé dans une importante allocution à une mobilisation accrue des investissements en faveur de l'Afrique. L'allocution du chef de l'État à suivre dès le début de ce journal. Suite des activités menées par le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo en séjour au Togo, il a visité ce mardi le port autonome de Lomé et l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD d'Adido Gomé, accompagné du Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Et puis la fête de Toussaint célébrée ce 1er novembre par l'Église catholique, jour férié au Togo. Comme dans la plupart des pays, la Toussaint est célébrée en l'honneur de tous les saints connus et inconnus et précède la journée des défunts qui a lieu le 2 novembre. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce 1er novembre 2023. Le président de la République, Faure Essouzimna Gnassingbé, a pris une part active à Paris, en France, à la 22e édition du Forum économique international sur l'Afrique initié par le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique et la Commission de l'Union africaine. Le chef de l'État a, à cette occasion, prononcé une importante allocution. Le président de la République a été le porte-voix du continent africain à ce forum. Il a appelé à une mobilisation accrue des investissements en faveur de l'Afrique dans une dynamique de partenariat public-privé. Nous vous proposons d'écouter le président de la République, Faure Essouzimna Gnassingbé. Je vous tiendrai aujourd'hui un propos résolument optimiste. Malgré tous les nuages qui s'accumulent au-dessus de nous, nuages nés des différents conflits, mais aussi nuages nés du carbone. En dépit de cette situation géopolitique et écologique tendue, je suis optimiste pour l'Afrique. Tout d'abord parce que, après plusieurs années difficiles, le continent africain retrouve la croissance et présente de nouveau de l'attrait pour les investisseurs. Mesdames et messieurs, à court terme, chacun le sait ici, la croissance devrait repartir à la hausse grâce à une certaine normalisation du contexte international. Ainsi, l'OMS a enfin déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale autour de la Covid-19. L'incertitude et la volatilité restent élevées, mais tout de même, depuis quelque temps, ces incertitudes et volatilités retombent. L'inflation est progressivement retombée en 2023 en Afrique et devrait graduellement revenir au niveau d'avant la Covid-19. Après un pic de 10% en mai 2023, l'inflation est aujourd'hui sur le continent autour de 7% depuis juillet. De ce fait, selon le FMI, dont il faut croire les rapports quand ils sont optimistes, la croissance devrait repartir à la hausse en Afrique en 2024. À plus long terme, les opportunités qu'offre le continent sont évidentes. Je pense tout d'abord au dynamisme démographique du continent. Il sera la pierre angulaire de son dynamisme économique. En effet, la plupart des régions du monde s'apprêtent à voir leur population active chuter. L'Afrique a de loin la population la plus jeune avec un âge médian de 19 ans contre 42 en Europe. La population active africaine devrait doubler d'ici à 2050, ce qui représente 70% de la croissance des populations actives dans le monde. Mais tout aussi important à mes yeux, l'intégration économique de l'Afrique, même si elle est lente et ne sera que progressive, elle fondera la prospérité de notre continent. La ZLECAf est aujourd'hui la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de population, avec elle recouvre 1,3 milliard de personnes
pour un PIB cumulé de 3 400 milliards. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire, mais le phénomène de grand marché sera un atout majeur pour l'Afrique si nous savons nous en saisir. Mesdames et messieurs, les opportunités d'investissement sur le continent sont considérables, mais, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, celles qui concernent la transition énergétique sont particulièrement attractives et contrairement à une idée répandue, l'Afrique a les ressources nécessaires pour réaliser sa transition énergétique. Le continent a tout d'abord un accès inégalé aux énergies renouvelables. Évidemment, on pense tout de suite à l'énergie solaire. Le continent bénéficie de 60% des meilleures ressources solaires dans le monde. Et l'énergie solaire devrait devenir de très loin la moins chère sur notre continent. Mais il faut aller plus loin. À partir de cette énergie renouvelable, le continent pourrait s'imposer comme le grand producteur mondial d'hydrogène. Le continent africain bénéficie également de ressources considérables dans les énergies de transition. En particulier, le continent détient 13% des réserves mondiales sur le gaz naturel, une énergie fossile qui sera essentielle pour la transition énergétique. Les ressources africaines seront également critiques pour la production des métaux essentiels à la transition énergétique. D'abord les batteries, avec 70% de la production mondiale de cobalt surtout, mais aussi le cuivre, qui reste essentiel pour la transmission électrique. Il y a donc des opportunités considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Mais le problème, c'est qui va investir. Et c'est là mon troisième point. Nous en avons tous conscience. Le secteur public n'a plus vocation à réaliser l'ensemble des investissements nécessaires. D'abord parce que les finances publiques africaines sortent très affaiblies d'une succession de chocs exogènes depuis 2020. La crise de Covid-19 a été particulièrement difficile. L'endettement sur le continent s'est alourdi. La guerre en Ukraine et le resserrement brutal des taux d'intérêt à partir de mars 2022 ont achevé d'affaiblir nos capacités budgétaires. En 2023, la moitié des pays à faible revenu en Afrique sont considérés par le FMI comme à haut risque d'une crise de dette ou déjà en crise. Et là aussi, malheureusement, il faut croire le FMI. Les besoins de financement sont donc aujourd'hui immenses. En 2020, les besoins annuels de l'Afrique pour atteindre les objectifs de développement durable étaient de 272 milliards. Je suis un peu plus pessimiste que le secrétaire général. Il est donc essentiel de montrer au secteur privé comment il peut tirer parti des investissements sur le continent. Ce partenaire est majeur parce qu'il est le seul à détenir les ressources nécessaires pour réaliser ces investissements. Comme on juge, ces 10 dernières années, les actifs mondiaux sous gestion sont passés de 48 000 milliards en 2010 à plus de 112 000 milliards de dollars en 2021. En d'autres termes, comparé aux ressources du secteur privé, nos besoins en Afrique sont modestes. Les équipes de l'OCDE estiment que les besoins de financement du continent représentent seulement 0,2% des stocks d'actifs dans le monde. Les ressources du secteur privé ne sont d'ailleurs pas uniquement détenues par les fonds de pension traditionnels. Les diasporas représentent également chaque année plus de 33 milliards de dollars. Du reste, le secteur privé est un partenaire d'autant plus légitime qu'une transformation des systèmes financiers s'est amorcée pour débloquer les investissements. Je pense en particulier à la provision de nouveaux instruments, des produits classiques comme les obligations vertes que nous connaissons tous, aux plus exotiques, comme les transactions basées sur les résultats. Ainsi, le système financier a su jusqu'à présent jouer son rôle d'innovateur. Et pourtant, depuis quelques années, la mobilisation du secteur privé dans les investissements en Afrique est inadaptée. De manière générale, les investissements directs à l'étranger profitent trop peu à l'Afrique. En 2022, les IDE dans les pays les moins développés ont chuté de 16%. La part de l'Afrique dans les nouveaux investissements directs étrangers mondiaux chute à 6% en 2020-21. Depuis 2015, la participation du secteur privé dans l'investissement en faveur des infrastructures en Afrique subsaharienne a reflué, passant de 10 milliards en 2013 à 5 milliards seulement en 2022,
en dollars constants. De la même façon, les investissements dits durables profitent trop peu à notre continent. Une analyse du FMI a montré que, en général, les fonds ESG investissent très peu dans les pays en développement. Mesdames et messieurs, pour résoudre ce paradoxe, il faut repenser le rôle de l'État. Il doit devenir le catalyseur de l'investissement privé. La question du climat des affaires dans ce contexte est importante et le Togo travaille chaque jour sur cette question. Mais le rôle de l'État ne peut pas se résumer à améliorer le climat des affaires. Ainsi, l'État doit aussi pallier les différences du marché. On connaît bien sûr le problème des externalités négatives et des biens publics. Mais dans le cas de l'investissement dans les pays en développement, la question des asymétries d'information est encore plus problématique. Alors même que les rendements y sont plus importants, les flux financiers vont généralement dans le mauvais sens, c'est-à-dire des pays en développement vers les pays développés. Les investisseurs connaissent trop peu les opportunités. Il faut donc proposer des projets, de bons projets, des projets bancables, c'est le sens de la feuille de route du gouvernement au Togo. Il faut enfin que nos partenaires nous aident et nous accompagnent face au retour de l'incertitude. Ils doivent contribuer au dérisking, comme d'autres l'ont dit, notamment sur les taux de change. Je me résume pour conclure. Les opportunités d'investissement qu'offre l'Afrique sont considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Face à des besoins de financement immenses, les finances publiques des États africains ne peuvent suffire. Il faut donc qu'une partie plus significative des financements privés se réoriente vers notre continent. Et pour cela, notre tâche, c'est de fournir de bons projets et celle des organismes internationaux, c'est de nous aider à diminuer le risque pour l'investisseur. Je vous remercie. Vous venez là de suivre l'allocution du président de la République Faure Essozimna Gnassingbé à l'occasion de la 22e édition du Forum économique international sur l'Afrique à Paris, en France. Suite des activités menées par le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo en séjour à Lomé au Togo, il a visité le port autonome de Lomé et l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD d'Adido Gomé, accompagné de Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. La visite de travail et d'amitié du Premier ministre sud-coréen se situe dans le contexte du renforcement des liens de coopération qui lient nos deux pays depuis le 26 juillet 1963. Il était 11 h du matin quand l'Institut de formation en alternance pour le développement, IFAD Adido Gomé, accueille le Premier ministre de la République de Corée. À ses côtés, la chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe. Une visite des lieux et l'hôte découvre ce centre destiné à la formation professionnelle des jeunes dans toute sa splendeur. Étape après étape, Han Duck-soo a fait le tour des ateliers de pratique en génie civil, en menuiserie et métallerie, en maçonnerie, aménagement et finition de bâtiments. L'espace réservé à la formation en énergie renouvelable également. Puis dans les salles de cours et au centre ressources, un environnement numérique destiné à la recherche des apprenants. La politique du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé en matière de l'adéquation formation-emploi est bien appréciée. Nous avons vu que l'Institut de formation professionnelle, j'ai pu voir les efforts qui ont été déployés pour développer l'industrie locale et accueillir les entreprises étrangères. Et donc, cette formation dans le génie civil ou les énergies renouvelables, c'était une formation qui était vraiment ciblée sur le terrain et je pense que c'est une formation qui va dans le bon sens. Vous avez une forte bonne volonté du gouvernement, vous avez les infrastructures nécessaires et les politiques qui sont très bien construites. Illustration d'une diplomatie togolaise en voie de redynamisation entre le Togo et la République de la Corée. Une coopération vieille de plus d'un demi-siècle avec des domaines d'intervention bien définis. Les secteurs qui sont envisagés en priorité, l'agriculture, le digital, l'énergie, la formation professionnelle, un mécanisme de suivi des échanges de la coopération va être mis en place entre la Corée et le Togo et bien évidemment, nous pourrons ensemble relancer. Le mécanisme de suivi va avoir deux dimensions.
Une première va porter sur les entreprises togolaises et les entreprises coréennes. L'idée est de faire en sorte que nos entreprises respectives puissent avoir des échanges d'affaires, des échanges de partenariats, et que les Togolais puissent bénéficier de l'essor de la Corée et que les Coréens puissent investir également au Togo. Et puis la deuxième partie qui concerne bien évidemment les relations d'État à État. Han Duck-Soo a aussi découvert le port autonome de Lomé, l'un des fleurons de l'économie togolaise. Un port à conteneurs et en eau profonde qui dessert la plupart des pays de la sous-région ouest africaine. Atouts, statistiques et performances de ce joyau ont été présentés au Premier ministre coréen. De quoi susciter l'envie d'accroître les échanges économiques entre les deux pays. Un reportage donc de Ulrich Amega. Le poste de contrôle de Mwepe à Kano sera très prochainement opérationnel si tout va bien. Les ministres des Travaux publics du Togo et du Ghana se concertent dans cette optique. D'autres pays membres de la CEDEAO et l'OTR prennent part également à cette réunion stratégique. Sandra Gauthier, commentaire sur image, Karine Olanlo. Depuis son inauguration en 2018, le poste de contrôle juxtaposé de Mwepe à Kano, situé à la frontière entre le Togo et le Ghana, n'a pas encore atteint sa pleine opérationnalité. À la rencontre ministérielle inter-État des travaux publics et infrastructures des pays membres de la CEDEAO et l'OTR, des discussions ont été menées pour identifier des solutions afin de permettre le lancement effectif des opérations et pour relever les défis auxquels le poste de contrôle est confronté. Nous nous sommes bien compris en termes des engagements qui ont été pris de part et d'autre parce qu'il y a eu des accords bilatéraux entre les deux pays et qui prend quoi en charge ainsi que la commission de la CEDEAO. Par exemple, les questions d'électricité, d'éclairage public, les adductions d'eau, les questions d'Internet, les outils de télécommunication. Donc on a réparti les tâches parmi les deux parties prenantes. Nous avons fait un état de mise en œuvre de ces engagements. Et tout ça à titre transitoire en attendant le recrutement d'un gestionnaire qui va venir gérer tout le site dans sa globalité. Les négociations se poursuivent en vue d'établir une coopération mutuelle entre les deux États. Une réunion est prévue dans une semaine pour prendre une décision finale qui pourrait accélérer la mise en exercice de cette infrastructure. Celle-ci aura pour objectif de faciliter la circulation des biens et des personnes. Bientôt la fin des deux phases du projet eau et assainissement, une initiative du gouvernement togolais et partenaire pour accélérer l'accès à l'eau potable dans certaines localités. Le ministre d'État Yak Damham a effectué ce jour une visite de chantier pour constater l'état d'avancement des travaux. Isaka Aruna. Première étape de cette sortie du terrain du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le centre de traitement et de pompage d'Avedi dans le canton de Gbadopé. Les travaux de réfection ont démarré depuis novembre 2022, en même temps que ceux de la construction du réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Tchévier. À un mois de la livraison de ces deux ouvrages, le travail à effectuer reste encore énorme. Une unité de défilisation à construire. Le génie civil, d'ici fin novembre, devrait prendre fin en gros œuvres et aussi en secondes œuvres. Et en termes de canalisation, sur l'adduction d'eau potable, il nous reste 500 mètres linéaires à poser. On a attaqué tous les postes, donc on pense pouvoir tenir ce délai. Beaucoup de travaux pour un court délai. Cela inquiète le ministre en charge de l'eau, toutefois flexible dans sa démarche afin de donner la chance à un travail de qualité. Je ne suis pas sûr qu'ils peuvent nous remettre les clés, sauf s'ils peuvent me démentir. On les félicite, mais tout en mettant un peu la pression. En mettant la pression ne veut pas dire faire maintenant un travail bâclé, parce que tous les jours nous serons avec eux. 2025, nous devons avoir au moins 80% de nos concitoyens dans les villes et campagnes ont de l'eau potable. Sur ce site, par exemple, 2 entreprises ont essayé avant d'abandonner le chantier. Tout est donc à refaire pour le gouvernement togolais et ses partenaires
décidé à soulager les souffrances des populations. L'objectif que le président s'est fixé, aujourd'hui le château ne suit plus. Ça va impacter sur l'objectif à atteindre. Donc il faut rapidement trouver un moyen de substitution, une autre solution pour vraiment être au rendez-vous en 2025. Cap à présent sur le site du centre d'assainissement de la ville de Thiévié. Il est censé être livré depuis juillet 2022. Aujourd'hui, il est encore à 90% du taux de réalisation. L'entreprise ne manque pas d'arguments pour justifier ce retard. Aussi de validation de ces avenants par les instances qui ont autorité a pris aussi son temps. Au-delà de ces facteurs techniques, nous avons aussi les facteurs climatiques qui ne nous ont pas permis d'achever les travaux dans le délai. Des arguments qui n'ont pas convaincu le ministre. Celui-ci instruit l'entreprise d'aller encore plus vite et par-delà toutes les entreprises en charge des chantiers sur le projet. On leur a donné jusqu'à la fin du mois de novembre pour remettre les clés. Je profite d'attirer l'attention des entreprises qui enlèvent les marchés, de respecter les délais. Ça va de leur renommée et ça va aussi du sérieux du travail qui va être fait. Réalisé dans le cadre du projet d'eau et assainissement phase 1 et phase 2, ces différents ouvrages sont censés améliorer l'accès à l'eau potable à tous et le cadre de vie des populations. Venons-en à la foire Miato, le 6e jour du marché international des artisans du Togo. Un panel sur les avantages de la charte des très petites et moyennes entreprises a été animé. Les artisans ont aussi bénéficié des meilleures pratiques pour booster leurs ventes en ligne. Awefa Nyuchuga, reportage présenté par Yata Aratem. Le marché international des artisans du Togo, c'est aussi un cadre d'accompagnement des artisans pour développer leurs activités. Ces experts sont ici réunis pour leur en donner des outils. D'abord, leur expliquer la charte des très petites et moyennes entreprises. C'était l'occasion pour nous de présenter les réformes du gouvernement par rapport aux structures qui encadrent les TPME, notamment artisanales au Togo. Donc nous sommes revenus sur la définition de l'entreprise TPME au Togo, qui est une entreprise personne physique ou morale, qui est productrice de biens ou de services et qui a un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard. Nous sommes allés aussi aux mesures que l'État compte mettre en application pour appuyer le développement des très petites et moyennes entreprises. Le but de la communication, c'est de sensibiliser davantage nos très petites et moyennes entreprises à saisir l'opportunité que l'État leur donne en adhérant à la charte et à pouvoir bénéficier des mesures d'aide et de soutien. Et ensuite, leur présenter tout le potentiel du digital. Le marché est sans frontières en ligne et les produits et services artisanaux ne devaient pas rater de se promouvoir sur ce canal. La révolution numérique impacte énormément le secteur de l'artisanat. Il est opportun que nous puissions demander à nos artisans de s'inscrire dans la dynamique actuelle qui est la digitalisation de leurs activités. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les artisans peuvent communiquer sur leurs produits, rendre visibles leurs produits artisanaux, essayer d'avoir plus d'audience, avoir plus de clients. Les riches échanges promettent de porter des fruits. Avant, je les vendais sur place et dans des foires et dans des marchés ou dans ma boutique. Et aujourd'hui, si j'arrive à véhiculer mes produits en ligne, c'est un plus pour moi parce que tout ce que je vais vendre en ligne va s'ajouter à ce que je faisais avant. La 3e édition de la foire Miato se poursuit sur l'esplanade du Palais des Congrès jusqu'au 5 novembre 2023. Encore des individus dans le collimateur de la justice togolaise. De présumés malfrats interpellés par la brigade de recherche et d'investigation. Ils sont accusés de vol et recel de compteurs de la société togolaise des eaux. Les faits nous sont relatés ici par le commissaire de police Mawena Messanvi au micro de Mauko Ayanor. Le nommé Capon Isaac, togolais âgé de 18 ans, a été interpellé le 22 octobre 2023 aux environs de 3 heures à Didolé en possession d'un compteur de la TDE. Interrogé dans nos locaux,
il a déclaré appartenir à un groupe de jeunes spécialisés dans le vol de compteurs de la TDE, de tuyaux de climatiseurs, de pompes de forage, entre autres. Tous ces objets sont revendus au nommé T. Isaka, un Nigérien de 25 ans, commerçant spécialisé dans l'achat de ferraille, communément appelé Gakpogbegle. Celui-ci a été interpellé le même jour aux environs de 16 heures. À la suite d'une perquisition à son lieu de travail, la police a découvert et a saisi plusieurs objets, dont 42 compteurs de la TDE cassés et dissimulés dans un sac sous son lit, des tuyaux de climatiseur, une pompe de forage et 5 crics de voiture. La suite des investigations a permis d'interpeller le 23 octobre 2023 aux environs de 6 heures le nommé Apoin Alaza, apprenti mécanicien togolais âgé de 25 ans. Auditionné, il a reconnu faire partie du même groupe que le nommé Kapoin Isaka. 4 autres membres du groupe sont en fuite et sont activement recherchés. Les individus interpellés estiment que la matière qui sert à fabriquer les compteurs de la TDE est très prisée et se vend bien sur le marché des ferrailles. Cela dit, un compteur volé est revendu à 6 000 francs CFA, ont-ils révélé. Ces malfrats ont été arrêtés avec la collaboration de la population et après de nombreuses plaintes de certains abonnés de la TDE. Suite à ces plaintes, la Société togolaise des eaux a saisi à son tour la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale d'une plainte qui fait état de la disparition dans les domiciles de 466 compteurs durant la période de janvier à octobre 2023. Ces vols sont principalement commis de nuit dans les quartiers Bé, Nyekonakbwe, Tokouin, Didjolé, Hedranawe, Adidogome, Clémé et Agwenivé. Ces vols détruisent les ouvrages hydrauliques et entraînent des désagréments aux populations privées d'eau potable. Les nommés Kapoin Isaac, Apoin Alaza, auteurs des vols, ainsi que leur receleur, le nommé T. Isaka, seront conduits devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. La police nationale met en garde toutes les personnes qui seraient en possession des compteurs volés, qu'elles s'exposent également à la rigueur de la loi. La Toussaint célébrée ce 1er novembre par l'Église catholique, jour férié au Togo comme dans la plupart des pays. Cette journée précède celle des défunts qui a lieu le 2 novembre en l'honneur de tous les saints connus et inconnus de l'Église catholique latine. Nettoyer les tombes, y apporter des fleurs pour honorer la mémoire des défunts. La Toussaint à Lomé, un reportage de Maouko Ayanor et Kossi Ali, présenté par Isaka Aruna. Dès l'entrée du cimetière, on peut voir des étalages de fleurs et des bougies proposées par les commerçants. Sylvestre, qui réside à l'étranger, est revenu spécialement dans son pays natal pour commémorer la mémoire de son dauphin père. Tout ça signifie la fête des morts, la fête de nos parents qui sont partis, pour honorer, pour dire qu'ils sont encore présents avec nous. Et je suis venu pour honorer tout ce qu'il a fait pour nous avant de partir et tout ce qu'il n'a pas pu faire aussi, de demander la grâce de Dieu, de continuer là où il est, de nous protéger. Chaque année, quand je rentre dans le pays, j'arrive toujours au mois de Toussaint et chaque année, j'essaie de venir donner quelque chose de symbolique qui sont des fleurs. À quelques pas de là, nous avons rencontré Alexis qui a perdu son fils il y a quelques années. Il est venu ici en compagnie de sa famille dans le but de prier pour le repos de l'âme de son fils. C'est un jour très très important pour moi et je suis venu en sa mémoire et puis lui apporter une flamme. Donc c'est un rituel pour moi. Tous les 1er novembre, je viens ici avec toute ma famille pour honorer sa mémoire. J'ai apporté une gerbe de fleurs, j'ai apporté des bougies, j'ai posé ici 2 bougies, c'est symbolique.
Donc une flamme pour l'éclairer dans l'au-delà. On dit toujours que les morts ne sont pas morts et j'y crois fermement. Cette journée est marquée par des gestes symboliques empreints d'affection envers les disparus. Les tombes sont entretenues avec soin, des fleurs sont déposées et des bougies sont allumées, créant ainsi une atmosphère empreinte de chaleur et de respect. Des groupes de fanfares jouent en fond sonore, exprimant ainsi l'amour et l'attachement envers ceux qui nous ont quittés. Le 31 octobre marque la fin d'un mois empreint de dévotion et de prière à la Vierge Marie. À la paroisse Immaculée Conception de Nyekonakwe à Lomé, les fidèles se sont rassemblés pour célébrer la fin du rosaire et rendre grâce à Dieu pour les innombrables bienfaits reçus tout au long du mois d'octobre. À Wefa, Nuchuga, Norbert Agbedanou, commentaire sur image, Ulrich Amega. Des fidèles rassemblés dans une atmosphère empreinte de gratitude. Ils rendent grâce à Dieu après un mois de dévotion à la Vierge Marie. Le mois d'octobre est traditionnellement consacré au chapelet communautaire chez les chrétiens catholiques. Un temps propice à la méditation des mystères du rosaire en l'honneur de la Vierge Marie. Occasion pour les fidèles de se sentir plus en communion avec Jésus-Christ grâce à l'intercession de la Vierge Marie. Dans la prière du rosaire, c'est la prière que nous adressons à Dieu, à Jésus, à travers Marie. Nous avons reçu assez de grâce. Et pour moi, j'ai fait particulièrement une expérience. Il ne faut pas que ça s'arrête là. J'exhorte les chrétiens catholiques à toujours prier Marie. Avec ces prières, elle a intercédé auprès de son Fils pour nous. Tout ce qu'on désire, il s'agit de la santé, la réussite pour nos projets. Lors de son homélie inspirée de l'évangile de Saint-Luc, le Père célébrant a encouragé les fidèles à suivre l'exemple de la Vierge Marie dans leur parcours spirituel. Marie nous a inscrits à son école. Elle a voulu nous instruire et nous conduire à son Fils. Avec Marie, nous avons appris la simplicité. Le chapelet, c'est la prière des simples, la prière des humbles, la prière de ceux qui cherchent à s'approcher de Dieu. C'est une prière qui élève l'homme. Celui qui médite les mystères du rosaire se laisse transformer par ces mystères. Pour le célébrant, chaque chrétien devrait poursuivre la méditation des mystères du rosaire chez lui. Cette pratique conduit à une connaissance plus profonde de Jésus-Christ dans la vie quotidienne. La communauté est dispersée, mais la prière individuelle continue. Chacun est appelé à prier à la maison. Et si nous avons bien fréquenté cette école, nous aurons la nostalgie de la Vierge Marie. La clôture du mois d'octobre ouvre ainsi les portes du mois de novembre où les chrétiens catholiques honorent tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, l'édition de 22h30 sera présentée par Ekwe Salah. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.